Bonjour Marie-Claude. Merci beaucoup pour avoir accepté ma proposition de nous entretenir aujourd'hui dans le cadre de la série Unus Mundus, Transdisciplinarité, réel avenir, une série dédiée à la recherche, l'enseignement et la mise en pratique effective de la transdisciplinarité. Marie-Claude, j'aimerais t'inviter de parler de deux choses dans ce dialogue très informel que je te propose. D'abord, de ta spécialisation qui est l'ergonomie et qui est en soi une sorte d'hyperdiscipline qui valorise les savoirs de manière transversale, et ensuite de la prospective, cette méthode qui nous permet de venir au contact avec le futur, en quelque sorte. Mais avant toute chose, j'aimerais t'inviter de te présenter, Marie-Claude, s'il te plaît. Oui, merci Mirella. Puis c'est moi qui te remercie en fait pour cette opportunité. Ça me fait vraiment plaisir. Puis effectivement, je suis ergonome, mais en fait, avant de devenir ergonome, j'ai d'abord été ingénieure de système. Et en tant qu'ingénieure de système, je travaillais dans des équipes projets. Puis je pense que dans le cadre du programme ici, on parle de projet. Puis principalement, c'était des projets de technologie, d'infrastructure initialement, qui permettaient aujourd'hui d'avoir l'Internet haute vitesse d'aujourd'hui. J'ai contribué à ça dans le passé. Et mon travail à l'époque consistait à s'assurer qu'on rencontrait les besoins de nos clients. Nos clients étaient les Bell Canada de ce monde. Puis à l'époque, c'est dans les années 97, ça fait quand même un petit bout. Je me suis très, très vite rendu compte que malgré la très, très grande compétence des collègues et des clients qui travaillaient sur des projets, on arrivait occasionnellement et quand même assez fréquemment à la fin des projets. Et il y a certains clients qui ne voulaient pas signer les contrats ou acheter les produits. Donc, des fois, on avait travaillé 2 ans sur un projet, donc je trouvais ça extrêmement décevant. Mais j'ai eu l'intuition à ce moment-là que le principal problème était un problème de communication, qu'on ne comprenait pas bien quels étaient les enjeux ou les besoins des clients, malgré tout l'effort qu'on y avait consacré. Donc, j'ai eu l'idée à l'époque, en 97, comme je disais, de prendre un premier cours d'ergonomie. Ça s'appelait l'analyse de tâches. On donnait ça au Centre de recherche informatique ici à Montréal et ailleurs aussi d'ailleurs. Il y avait à Ottawa où on en donnait à l'époque, un peu partout dans le monde en fait. Mais ce cours-là, ça a été toute une révélation pour moi et j'ai continué à me former en ergonomie. On appelait ça l'ergonomie du logiciel parce que je travaillais plus au niveau logiciel. Ceci étant dit, l'ergonomie, c'est ouvert à toutes sortes de gens, pas seulement les ingénieurs. On va retrouver souvent dans les cours au niveau maîtrise ici à Polytechnique, des gens qui viennent de la psychologie, du design. C'est vraiment intéressant. Fait que je me suis formée et depuis, je n'ai jamais fait un seul projet sans utiliser une approche ergonomique. Donc, ça fait le tour de mon parcours, puis pourquoi je suis là peut-être aujourd'hui pour partager un peu avec toi. Donc, D'accord. Marie-Claude, tu es donc ergonome et comme je mentionnais tantôt, l'ergonomie est comme une sorte de hyper-discipline qui se développe à partir du 19e siècle pour étudier le lien entre l'humain et le travail. Et elle agit par problème, par projet, comme tu dis, peut venir en interaction avec tout autre domaine de savoir, comme tu l'as bien mentionné. Alors, trois dimensions semblent se décrire en ergonomie. L'ergonomie physique, organisationnelle et cognitive. J'aimerais te demander quelle est la dimension de l'ergonomie dont tu te sers le plus souvent. Quels sont les champs de savoir où tu interviens? Est-ce que tu interagis aussi en sciences humaines et sociales? Si tu peux nous donner des exemples. oui. Donc, effectivement, les trois catégories que tu as nommées, c'est les catégories les plus connues, en particulier l'ergonomie physique, l'ergonomie organisationnelle, un peu moins connue, mais quand même, et l'ergonomie cognitive, peut-être un peu moins connue. L'ergonomie vient, le mot ergonomie, nomie, ça veut dire la loi, la science de, ça vient du latin et du grec ergo, qui veut dire signifie travail. Donc, en gros, l'ergonomie, c'est une science dont le but est de comprendre le travail et de l'organiser. Dans le fond, le but ultime, c'est euh, d'améliorer réduire l'effort, réduire les temps de travail, améliorer la satisfaction,
des gens dans les processus, augmenter l'efficacité. C'est toutes des choses qu'on va essayer de faire. Et dans mon cas, dans les projets dans lesquels j'interviens, je dirais, euh, c'est surtout dans l'ergonomie cognitive. Je dirais que ça constitue 90% du contenu de mes projets et mon temps de travail. L'ergonomie cognitive, donc, c'est l'étude du travail mental et c'est d'organiser le travail pour faciliter le travail mental et ça tient compte des capacités et des limites de l'humain. Donc, c'est très intéressant, mais surtout, on peut aller très, très loin avec ça dans les projets, surtout les projets où il y a des ordinateurs, des systèmes d'information. Aussitôt qu'il y a du travail mental, l'ergonomie cognitive peut vraiment aider à améliorer la qualité des livrables d'un projet. Donc, principalement ergonomie cognitive. En deuxième, ergonomie organisationnelle et à l'occasion, ergonomie physique. Maintenant, tu dis dans quel champ de savoir? Moi, principalement, il y a 3 ou 4 champs de savoir de prédilection dans les banques, dans les processus complexes dans les banques, dans les processus de décision, par exemple, le financement bancaire. Le deuxième secteur, c'est dans l'aéronautique. Je n'irai pas plus en détail, mais troisième, dans l'énergie, les Hydro-Québec, Ontario, je pense que ça s'appelle Hydro-Ontario ou quelque chose de ce monde. Et finalement, on a aussi des projets en santé, pour faire en gros. Mais dans ma vie, en dehors du travail, je m'implique aussi dans la communauté et j'ai l'occasion de faire des projets dans les arts et on pourrait peut-être dire communautaire, sciences sociales. Un des projets, par exemple, avec l'équipe, j'ai contribué sur un projet de chant choral, introduire le chant choral dans des écoles en activité parascolaire. Par exemple, une des écoles, c'était une école d'intégration de nouveaux arrivants qui ne parlaient ni français ni anglais et qui montait un spectacle de Noël sur scène devant un public, incluant les parents, mais aussi du public en général. Et c'était un projet très, très facilitant pour l'intégration. Bon, je pense que vous pouvez vous imaginer un peu les bénéfices de faire du chant ensemble dans un groupe, la valorisation. Donc, j'ai aussi participé avec des collègues sur des projets de ce genre. Donc, si tu veux, je pourrais parler un petit peu de la démarche ergonomique à ce moment-ci. En gros, les grandes étapes, Mirella? Oh, oui, mais merci beaucoup de donner cet exemple-là. Je trouve que la musique est effectivement un véhicule, un support qui réunit beaucoup les gens autour du chant. Vous avez choisi le chant. Oui, si tu veux parler un petit peu de la démarche ergonomique, puis après, on va passer à la prospective. Oui. D'accord. Donc, effectivement, une démarche ergonomique, que ce soit en gros, là, ça se ressemble en ergonomie physique, en ergonomie cognitive ou organisationnelle. Euh, Ça commence habituellement par je vous donne les méthodes les plus utilisées, donc des sessions d'observation d'utilisateurs. Dans l'ergonomie cognitive, on va commencer par aller observer les gens soit chez eux, dans leur lieu de travail habituel, dans leur environnement naturel. Par exemple, si on faisait un projet en immigration, qu'on voulait améliorer la vie, le processus d'immigration au Canada, on pourrait s'imaginer qu'à distance, on pourrait demander à des gens qui viennent faire une démarche d'immigration ou qui ont commencé de nous dire le lendemain ou au fur et à mesure, montrez-nous ce que vous avez fait sur le site d'immigration au Canada et on pourrait observer les étapes et leur demander de penser tout haut. Ça, c'est vraiment important dans l'ergonomie cognitive parce que, imaginez quelqu'un qui lit un livre, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Devant un ordinateur, la personne clique. Bon, on voit un petit peu plus qu'est-ce qui se passe, mais il y a tellement de choses qui se passent dans la tête de quelqu'un quand il lit ou quand, par exemple, on remplit un formulaire ou on cherche sur Internet. Donc, demander aux gens de penser tout haut,
au fur et à mesure, nous donne vraiment beaucoup d'éléments de subtilité de ce qui se passe et beaucoup d'éléments pour ensuite pouvoir, on va parler de prospective, régler des problèmes parce qu'on veut régler, améliorer, par exemple, l'efficacité d'un processus d'immigration. Donc, ça, c'est une clé, c'est une recette, dans le fond, très gagnante que n'importe qui, finalement, peut commencer tout de suite. C'est facile. On demande aux gens, mais reproduis-moi ce que tu as fait ce matin ou montre-moi comment tu remplis le formulaire d'immigration et dis-moi au fur et à mesure ce que tu penses, au fur et à mesure. Et nous, c'est tellement important qu'on va filmer et on va transcrire ensuite qu'est-ce que les gens nous ont dit avec le visuel. Donc, ça, c'est une étape vraiment cruciale. Ensuite, on va faire un modèle de tâche basé sur les buts. Qu'est-ce que les gens cherchent à faire? Fait que c'est des choses, c'est des questions qu'on va poser. Ah, pourquoi tu as cliqué ici? Pourquoi? Ah, c'est parce que je veux, moi j'ai passé mon test de français, puis donc c'est parce que j'ai passé mon test de français, puis je veux le mettre dans mon dossier, donc par exemple. Donc, on va aller chercher les buts cognitifs, et ça, c'est la deuxième étape, c'est l'analyse. Ça va nous permettre de faire un modèle de tâche. Le modèle de tâche va nous aider à comprendre qu'est-ce que les gens cherchent à faire, et on va aller chercher les méthodes en filmant comment on procédait et les problèmes. Et les stratégies efficaces, les choses qui ont marché. Donc, ça, c'est l'analyse à partir de la collecte qu'on a faite. Et la troisième étape, ça va être faire des prototypes donc, et des simulations avec les utilisateurs. On a beau avoir capturé tout ça, mais on n'a pas certain qu'on a réglé le problème parce que le travail humain est subtil et ce qu'on a collecté, c'est très riche. Donc, on va faire des prototypes. Si on parle d'un site d'immigration, on peut changer des éléments dans la page. On peut remplacer complètement une page. Donc, on va vouloir valider nos idées. Et dans l'ergonomie, il y a beaucoup de lignes directrices et de principes à respecter. Je ne vais pas en parler ici, mais il y a beaucoup de sciences derrière qu'on peut utiliser pour faire des pages, par exemple, ou pour réorganiser le travail. Donc, on va faire des prototypes et on va tester avec les utilisateurs, encore une fois en leur faisant faire des tâches, donc des vraies choses, pour voir si on a réglé le problème. Et ensuite, on avance. Donc, ça, c'est le processus. On part en développement, on implante et on peut revoir ce processus-là régulièrement pour continuer à l'améliorer. Merci beaucoup pour cet exemple qui est un exemple très approprié, très intéressant. Cet exemple de l'immigration qui vient effectivement de sciences humaines et sociales. Merci beaucoup pour ces étapes. J'ai beaucoup aimé cette idée de penser tout haut, donc à haute voix. Pour ma part, Marie-Claude, je cherche à inscrire la transdisciplinarité dans une dynamique et à la dynamique rétrospective qui nous donne une vue du passé vers le présent et qui nous informe de son histoire et ses acquis. Je m'intéresse à la prospective dans le but d'explorer des futurs possibles et j'ajouterai des futurs qui seraient à notre avantage. Marie-Claude, toi, tu as signé un article universitaire dans le volume 77 de la revue des pairs intitulé Travail humain, paru dans les presses universitaires de France en 2014, numéro 3, et tu co-signes un article au sujet de ce que tu nommes l'ergonomie proactive. Tu te proposes d'offrir des idées et des outils pour mieux positionner les ergonomes à agir dans un monde prospectif. Tu y montres la différence et les avantages d'une telle posture par rapport à l'une dite classique de développement de projets demandés et définis par le client ici et maintenant. Donc, la prospective est une posture orientée vers le futur et elle côtoie la prévision. Comment réalise-t-on un projet selon une approche prospective? Peux-tu nous parler de quelques éléments de base qui entrent en jeu dans une telle approche, comme l'importance de bien identifier le problème, de questionner le problème? Tu as touché un petit peu avec cet exemple de l'immigration, mais comment est-ce qu'on réalise un projet selon une approche prospective, donc qui est orientée vers le futur? Oui, donc, merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur un article il me semble que ça fait bien longtemps avant la pandémie 2014. Les choses ont évolué un peu, mais pas tant finalement par rapport à la prospective. C'est un sujet que je trouve d'actualité
encore aujourd'hui. Donc, comment réalise-t-on un projet selon une approche prospective? Je vais vous ramener peut-être à ce que j'ai expliqué tantôt. Vous vous rappelez peut-être des 2 premières étapes qui étaient observer les utilisateurs en contexte et faire un modèle de tâche. Donc, je dirais que pour faire de la prospective dans le contexte d'ergonomie, on ferait comme un avant-projet. Tantôt, je vous ai expliqué un projet qui commençait par les 2 premières étapes. Il y en avait quelques-unes qui avaient un prototype. Mais avant de faire ce projet-là, on ferait comme un avant-projet. OK? C'est ça que je proposais dans l'article finalement. C'est des choses qu'on a appliquées sur le terrain. Donc, un avant-projet où ce n'est pas un client qui nous dit parce que souvent, quand on arrive dans les projets, les gens ont déjà imaginé des solutions. Ce n'est pas mauvais, où ils ont beaucoup de contraintes. On peut pas. Donc, ce qu'on veut en mode prospectif, c'est de ne pas se donner de contraintes. Si, par exemple, on veut imaginer à long terme qu'est-ce que ça peut être, donc, c'est limiter les contraintes. Donc, ne pas attendre qu'un client vienne nous chercher et nous demande de faire la prospective. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là actuellement. Mais bon, donc c'est d'être proactif. Proposer même, moi je disais aux ergonomes, attendez pas qu'on vous dise de faire ça et soyez proactifs et vous-même proposez des projets prospectifs dans vos temps libres. Vous pouvez en faire aussi, ce que j'ai fait dans le passé. Donc, et ce que d'autres font de plus en plus, on regarde les jeunes qui font, moi je suis dans le monde plus d'informatique, mais il y a beaucoup de jeunes qui font des projets personnels. Mais je pense qu'il y a une énergie chez les jeunes actuellement qui veulent avancer. Il y a des enjeux vraiment complexes qui se pointent. Ça prend beaucoup de cerveau, la transdisciplinarité est importante. Donc, ne pas attendre, être proactif, se faire des projets, réunir des équipes. Donc, la proactivité est importante. La deuxième chose, quand on parle d'ergonomie, le contexte est important. On a beau dire, il y a beaucoup de gens qui vont dire, pourquoi regarder l'actuel si on veut aller dans le futur? L'actuel, comme on a fait tantôt avec une session d'observation actuelle, les problèmes actuels, l'analyse de tâches peut nous renseigner sur aussi, je parlais tantôt des buts. Qu'est-ce que les gens cherchent à atteindre? Souvent, il y a des choses qui ne sont pas atteintes aujourd'hui. Ça peut nous prendre des fois 20 ans, OK, pour se rendre. 5 ans, 10 ans. Moi, j'ai des projets, des fois, ça prend 5 ans avant que le projet soit implanté après un projet normal. En prospective, on veut ouvrir. Donc, imaginez encore plus loin, mais le contexte est très important. Donc, je dirais, avant de faire un projet, on fait un avant-projet. On regarde l'actuel, les problèmes, les buts cognitifs, qu'est-ce que les gens cherchent à faire. On fait un modèle de tâche. Et autour de ça, on s'imagine le futur. Donc, on utilise ça comme pour enrichir notre compréhension du contexte et pour imaginer le futur. Donc, c'est un avant-projet. L'autre chose, de ne pas se mettre trop de contraintes. Donc, ça éliminer les contraintes, se donner vraiment une chance d'avoir une pensée divergente, regarder dans le futur. Il n'y a aucune idée qui est folle. Mais, par exemple, si on compare, on parle beaucoup, par exemple, de remue-ménage. C'est courant qu'on va parler de remue-ménage. C'est très intéressant. C'est non, on est divergent, c'est une pensée divergente parce qu'on incite les gens en remue-ménage, en brainstorming, de partir n'importe quelle idée. OK, c'est pas mauvais, mais si on veut augmenter la validité des idées, partir du contexte, partir des problèmes, partir des buts, c'est un autre tremplin pour s'imaginer le futur. Et la validité des idées, ça va enrichir la création de nouvelles idées et la validité des idées va être plus proche du contexte et de la réalité. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être qu'il y a d'autres, je vais juste reviser mes notes. Est-ce qu'on va préconiser, alors que dans un projet normal, on va expliquer dans nos sessions d'observation toutes sortes de gens, des niveaux d'expertise, des nouveaux dans le travail, une personne qui fait un programme d'immigration, une application d'immigration pour la première fois, versus peut-être un expert qui en fait pour d'autres, peut-être ça existe des centaines. On va aller dans la tête de ces gens-là, leur but et les stratégies efficaces de l'expert dans un projet normal, on va les amener aux novices puis on va faciliter
Dans un projet de prospective, on va peut-être plus impliquer surtout des experts. Il y a aussi des personnes qui ont des types particuliers. Je ne sais pas si vous connaissez le Myers-Briggs Type Indicator, qui sépare par type, mais il y a vraiment une proportion de la population, peut-être 5 ou 10 qui sont plus forts pour imaginer le futur. Il y a des façons de les reconnaître, ces gens-là. En inclure dans notre projet, ça peut être bon. Donc, ça aide souvent. C'est des gens qui passent leur vie, leur temps libre, à revoir des systèmes, à s'imaginer. Il y a des gens comme ça, on appelle ça des conceptualisateurs. C'est écrit peut-être dans l'article Travail humain et les références pour ça, mais des gens comme ça dans un projet, ça peut vraiment être intéressant. Donc, je pense que je fais le tour des éléments de base. Y avait-il autre chose que tu avais vu dans l'article, Mirella, dont je n'ai pas parlé? Oui, ouais. Merci déjà pour ces pistes-là. Je voudrais revenir sur cette idée de pensée divergente. Dans l'article, tu parlais un petit peu de ce moment-là où la solution ne semble pas se présenter et nous devons faire usage de cette pensée divergente et de la mise à l'écart du problème jusqu'à ce qu'une nouvelle idée émerge. Oui. Alors, est-ce que tu peux développer un petit peu sur ce modèle, sur ce moment-là de blocage que nous pouvons avoir lorsque nous... Je ne sais pas si j'ai vu ça dans la littérature, honnêtement, mais moi puis mes collègues, on a fait des centaines de projets. Là. Puis, c'est toujours des projets d'imaginer des nouvelles solutions, régler des problèmes, c'est notre vie. On est obsédé par ça. Et puis, effectivement, il faut... Une des choses que j'entends souvent de mes collègues, c'est tu le mets de côté. Tu le mets de côté ou repartir d'une page blanche. Parce que vous imaginez, là, tantôt, je vous ai parlé d'une session d'observation pour l'immigration, faire une demande d'application. Si ça prend 15, 20 minutes, 30 minutes ou 2 heures, il y en a des données. On peut se perdre. On fait un modèle de tâche, on va chercher. À un moment donné, il faut tout mettre ça de côté puis dire, bon, là, j'ai lu, j'ai appris, j'ai vu, mettons ça de côté. Qu'est-ce que je m'imagine comme idée? On peut même faire une liste, oublier les transcriptions, oublier c'est quoi les principaux problèmes. Sortir sa tête de l'eau finalement. Des fois, on est dans la forêt, on voit les arbres, mais on ne voit plus la forêt. Vous avez déjà entendu ça, j'invente pas ça, mais j'ai trouvé que moi, et on fait ça fréquemment avec mes collègues, oublie, on recommence. C'est quoi les principaux problèmes? C'est quoi les principaux buts d'utilisateur? C'est juste pour prendre du recul, puis mettre ça de côté, revenir le lendemain, puis recommencer. Puis après ça, retourner dans le détail pour voir s'il n'y a pas des choses qui nous ont manqué, les éléments subtils. Donc, je ne sais pas si c'est ça. Et quelle est, selon toi, la place de l'intuition dans cette démarche prospective? C'est très intéressant, l'intuition. Il y a eu quand même quelques écrits clés et classiques dans le domaine de l'ergonomie cognitive là-dessus. Et il y a quelqu'un qui s'appelle, j'espère, Rasmussen. Il a écrit un livre avec le modèle de traitement humain de l'information. Ça, c'est un autre auteur, mais qui appelle le modèle SRK. C'est qu'il y a des choses qu'on fait sans s'en rendre compte. Il y a l'inconscient. Il y a des choses, ça veut dire qu'on appelle ça skill-based. Marcher sur un trottoir. On ne pense pas à tout ce qu'on fait. On a appris à marcher, c'était difficile, on s'est trompé. Mais là, maintenant, c'est acquis. On appelle ça skill-based. Donc, il y a le rule-based, c'est quand on doit se rappeler les règles. OK? Quand on n'a pas à se rappeler les règles, qu'on fonctionne sur le pilote automatique, finalement. Ça peut être. Puis dans le travail, c'est comme ça. Tu peux, disons, une secrétaire que ça fait 10 ans qu'elle fait son travail, elle fait des choses sans même y penser. Est-ce que j'ai imprimé? Est-ce que, là, je parle d'impression, c'est un peu simpliste comme exemple, mais skill-based, ça veut dire qu'on n'y pense pas, ça prend zéro énergie. Rule-based, ça veut dire rule-based, dans le modèle SRK, Skill Rule Knowledge Base. Rule-based, ça veut dire qu'on doit se rappeler les règles. Bon, j'arrive à un arrêt pour une voiture, on conduit une voiture, disons. Il y a 4 arrêts, 4 stops. Lequel, c'est lui qui est arrivé en premier. Disons que je ne conduis pas, c'est souvent, c'est lequel qui est arrivé en premier. Ah oui, la règle, c'est celui qui est arrivé en premier qui doit passer. Bon.
Ça, c'est rule-based. Puis knowledge-based, là, ça prend beaucoup d'énergie. Et dans le fond, avec un autre modèle qui s'appelle le traitement humain d'information, l'intuition, c'est un shortcut. C'est tu perçois l'information et tu trouves tout, il n'y a pas de prise de décision. C'est que tu perçois l'information et tout de suite, tu agis. Il n'y a pas de réflexion. Tu n'es pas au mode skill-based. Tu perçois et tu agis. Ça veut dire que si tu te laisses aller là-dedans, ton inconscient va venir à... C'est un peu complexe à expliquer sans... mais ton intuition, c'est que tu vois quelque chose dans ton environnement et tout de suite, il y a une idée qui émerge. Ça arrive la nuit, ça arrive, et c'est très bien expliqué dans la littérature. Oui, c'est très bien et c'est très clair. Et j'aime beaucoup cette idée de voir tout d'un coup quelque chose et ne pas s'attarder pour réfléchir, trop analyser, un geste qui pourrait nous faire perdre cette idée qui vient de l'inconscient. Oui. Absolument. Puis merci de clarifier parce que quand on génère des nouvelles idées, c'est important de se laisser aller. Oui. Par confiance. Ça ne veut pas dire que c'est des bonnes idées, mais on va les évaluer après. Donc, l'importance, l'intuition est importante dans la prise de décision. Et des fois, il y a des gens plus intuitifs, on va trouver les raisons après. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça, on peut chercher? Mais dans le mode prospectif ou même dans des projets, c'est important de laisser la place. Et ça, plus les gens deviennent des experts, plus il y a de l'intuition qui est mise en branle. Et après, nous, comme ergonomes, des fois, on peut voir la différence. Des fois, ils ont de la misère à nous expliquer les règles et le pourquoi. C'est normal. C'est normal parce qu'ils font au niveau skill, ils ne pensent pas à ça, ils font juste agir. Donc, à ce moment-là, c'est important quand on évalue, de voir objectivement, puis il y a des façons de mesurer ça, qu'est-ce qui est le plus performant pour l'organisation, évidemment, quand on agit avec intuition, ça prend beaucoup moins d'énergie. Donc, c'est intéressant de tenir compte de l'intuition dans les projets. Merci beaucoup, Marie-Claude, pour ton temps et pour ces bonnes repères à l'égard de l'interaction disciplinaire sur le terrain de l'ergonomie et dans une vue prospective. Tu nous as éclairé bien sur ce que c'est un projet placé dans une perspective d'avenir. Merci encore pour avoir accepté mon entrevue aujourd'hui. Merci, Marie-Claude. Le plaisir était pour moi, puis je souhaite une excellente session à tous les étudiants. Merci à toi aussi.